bienvenue au musée de Pernec. Nombreux à bien connaître. On est ravis de vous accueillir pour cette dernière conférence de l'année scolaire. C'est un peu comme ça, 2004 dans cette année scolaire. Une dernière conférence en juin qu'on a l'habitude de proposer en partenariat avec l'INRAP, donc l'Institut national de recherche archéologie préventive, qui est notre principal partenaire scientifique pour nos collections d'archéologie, et donc en partenariat avec l'INRAP, et également dans le cadre des JEA, les Journées européennes de l'archéologie, qui ont lieu ce week-end. On lance les JEA avec cette conférence ce soir, et je vais faire un petit mot après l'intervention de nos deux conférenciers sur la programmation qu'on propose ce week-end dans le cadre des JEA. Vous savez, c'est très riche, c'est très varié, et on pourra même d'ailleurs déguster de la bière, parce qu'en fait, notre fil conducteur de cette programmation des JEA, c'est la bière, donc on pourra en déguster ce week-end. Donc nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir deux archéologues de l'INRAP. Tout d'abord, Marion Sorel, que nous connaissons bien au musée, puisque vous fait partie de l'équipe de choc d'archéologues et de responsables d'opérations qui ont travaillé sur la programmation scientifique de la section archéologie. Voilà, donc, je le répète, on l'a souvent dit, mais je le redis à nouveau, remercie à nouveau cette équipe, remercie l'INRAP pour votre soutien, votre accompagnement, voilà, que ce soit pour la relecture du texte, la production de contenu, pour la mise à disposition de films. On doit vraiment beaucoup à l'INRAP pour avoir une présentation très actualisée, et notamment dans notre souhait, de l'archéologie, de parler de ce qu'est aussi l'archéologie aujourd'hui, donc notamment toute l'activité liée à l'archéologie préventive, et donc parler des métiers, des méthodes de prospection, parler de ce que c'est que l'archéologie aujourd'hui, et en quoi ça peut avoir un rôle pour mieux comprendre évidemment comment vivaient nos ancêtres sur notre territoire, mais au-delà, quels peuvent être aussi les liens qu'on peut faire avec les enjeux actuels de nos sociétés. Merci Marie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était un moment assez festif, puisque vous avez eu l'honneur de recevoir l'équipe des l'INRAP en test pour vos 20 ans. Ah oui, parce que ils étaient très chauds, ils étaient très nombreux, et voilà. On a dû se croiser après le déjeuner, et puis consommer un verre de petit poisson local et la chaleur qui s'est reçue. Et donc, Mathieu Michler, enchanté, donc archéologue. Alors, j'ai oublié de préciser, Marion Sorel, céramologue, voilà, et nous avons beaucoup travaillé sur les grands contenants, voilà, protohistorique en Champagne. Vous allez peut-être revenir après sur votre parcours et donc Mathieu, si je ne me trompe pas, donc, vous êtes également donc, spécialiste responsable d'opération en Alsace. Voilà. Et donc vous avez particulièrement travaillé actuellement sur l'âge du bronze, si je ne me trompe pas. Tout vous dire, aujourd'hui j'étais plus sur l'art nouveau, parce que nous en parlerons, mais nous avons une très belle exposition, et nous avons beaucoup de pièces art nouveau. Donc oui, j'étais sur un peu après. Un peu après. Et donc, vous proposez tous les deux ce soir une conférence à deux voix sur la thématique qu'on a souhaité mettre à l'honneur cette année pour les Journées européennes de l'archéologie, donc la bière, les boissons fermentées. Et donc, notamment, ce soir, voir comment l'analyse des traces qu'on peut découvrir sur certains grands contenants en Champagne, particulièrement en Marne. Oui, ça ira peut-être au-delà de la Champagne d'ailleurs. Oui, on va aller au-delà de la Champagne. Rajouter des technologies oui, parce que c'est important d'aller chercher les comparaisons en dehors de la... et en dehors de l'archéologie, c'est vrai. Comment justement ces traces nous permettent de mieux comprendre comment étaient utilisés ces contenants, qu'est-ce que ça contenait, qu'est-ce que ça devient aussi bien sûr en termes de consommation, production et consommation de boissons fermentées durant l'époque préhistorique. Et je pense, alors oui, la plus grande ah bon, on va revenir sur les produits anciens, on va vraiment.
archives et dans notre section archéologie, hein, c'est une thématique qui est abordée. D'ailleurs, nous avons travaillé sur cette discipline avec Marie. Je vous laisse. Alors, avant tout, bienvenue à tous. Merci d'être venus cet après-midi. Alors, la conférence parlera de bière et boissons fermentées. Effectivement, on a choisi de mettre le titre un peu doux, parce que, comme vous le verrez, la bière ne se limite pas justement à une seule boisson, dans sa définition. Comme l'a dit la conservatrice, cette présentation un peu les GIA cette année, et donc on présentera un panel assez vaste de ces boissons. Alors, c'est surtout actuellement, avec l'actualité, les nouvelles technologies qui permettent un peu aux archéologues de savoir un peu les contenus de ces grands vases, de petits vases, et on se rend compte un peu de la diversité des boissons que l'on a pu trouver aux époques préhistoriques, mais aussi récemment. Alors là, sur la diapositive, par exemple, on vous a mis un grand vase local, de pas trop loin, un vase de plus loin, quand même, de l'Étendard, qui sont des petits gobelets sur cette photographie. Et puis voilà, quelque chose de complètement différent en Amérique du Nord, où une femme voilà, avait trace du maïs pour peut-être produire une bière à base de maïs à chicha. Donc, c'est pour vous dire que justement, cette bière avait de multiples facettes et que justement, parfois, la bière, c'est aussi une boisson fermentée. Alors, justement, pour montrer un peu toutes ces facettes-là, ici, on vous montre un peu justement en fonction des zones en fait dans le monde et surtout des techniques de brassage. Parce que justement, vous verrez actuellement, on utilise principalement une technique à base de malt, mais si on fume un peu et si on commence à chercher dans les traces récentes et anciennes, on se rend compte de la diversité des plantes utilisées, que ce soit des racines, que ce soit des céréales, de l'ignan par exemple, du mil, et surtout des techniques en fait, pour faire soit germer les grains, pour commencer en fait la création des enzymes pour produire de l'alcool. On peut aussi utiliser la salive, par exemple, comme on a vu. On peut utiliser des champignons, comme ce qui se fait au Japon, par exemple, pour produire du saké. En fait, une bière, en fait, une bière, on verra dans les définitions. Et puis aussi d'autres plantes qui sont rajoutées en fait, au produit pour activer la fermentation. Ça peut être des plantes qu'on ramène dans la forêt et qui, justement, ont des levures qui sont naturelles et qui permettent d'activer justement la fermentation. Alors là, on vous a proposé un schéma assez dense d'un collègue à nous. Donc, la semaine dernière, il y a eu un gros colloque qui s'est tenu à Saverne, où Marine aussi était présente, et d'autres spécialistes nouveaux sur la bière. C'est vraiment d'actualité, parce que voilà, pendant 4 jours, quand même, on a réussi à parler de bière, de poisson, pendant 4 jours avec des collègues, que ce soit d'Amérique, de Grèce, de France. Donc là, Christian Berger, qui est un collègue à nous, mais qui est plus historien, et qui a un site que je vous conseille de visiter, qui s'appelle Casse-Tubize, a commencé un peu à réfléchir sur des phases comment réfléchir sur la boisson, les boissons fermentées, et voir au fil des siècles comment on en est arrivé à une bière, en fait, une suprématie d'une méthode à la fois qui est le montage et la certification, et qui est devenue dominante en fait dans le monde. Et puis, plus on remonte dans le temps, plus on voit que la diversité des produits existe, donc on a des mélanges. On n'arrive pas forcément vraiment bien à identifier, mais on a des baies, du miel, par exemple, des graines, des racines. Et tout ça, en fait, pendant l'étude de la question, ça peut correspondre à des boissons fermentées, mais pas forcément à la définition de la bière maltée qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, ça paraît un peu évolutif comme ça, mais il ne faut pas imaginer que c'est forcément une évolution stricte, mais que dans différentes parties du monde, on a pu avoir l'utilisation de différentes techniques concomitantes. Et souvent, on remarque que plus on avance dans la stratification des sociétés, par exemple l'État ou des choses comme l'urbanité, on se rend compte que souvent le pouvoir a la main mise aussi un peu sur la production de boissons. Justement sur la gestion des alcools, la gestion des grains. Donc, il peut avoir un certain pouvoir et de pouvoir en profiter sur une production stricte et réglementée de boissons. Alors, pour revenir en France, sur une période voilà, qui est romaine plutôt, parce qu'effectivement, là, pour vous parler un peu de cervoise, parce que généralement on parle de cervoise, des colloques qu'on connaît cette cervoise. Mais ce n'est pas que cette bière qu'on connaît, cette boisson,
qui est ici la gorge et le blé, mais il y a aussi d'autres boissons, qui est aussi le zygos, qui était un peu plus dénigré, le format, qui était considéré plus comme une boisson populaire, la cervoise, qui aussi contenait des autres sélectionnés, apparemment étaient meilleurs et destinés soit à des banquets, soit des boissons un peu chaudes, enfin des moments plus festifs, assez classiques. On a retrouvé, alors pour les périodes plus récentes, avec l'apparition de la culture romaine et entendu, je crois pas qu'il y a des officiers gaulois où on trouvait justement un mot qui ressemble à savoir ou quelque chose. En tout cas, on a des réceptions qui sont voilà, petites bourses, il y aura la pause, ça va faire 25-30 centimes, à mon avis. Et puis, des coupes aussi, qui est plutôt destiné à puiser souvent dans d'autres réceptions plus grandes. Mais on a des traces, effectivement, du mot cerveau. Alors là, c'est tiré d'un ouvrage de René Laubenheimer en 2015, qui a consacré un gros ouvrage sur le boire en Gaule, donc elle traite à la fois de l'hydromel, puis le vin, et puis aussi finalement la bière, parce que c'est une famille de brasseurs, donc c'est ça qui m'intéresse. Alors voilà, pour revenir à nos ingrédients, pour montrer un petit panel, alors il n'y a pas forcément tout, mais l'ingrédient principal normalement dans une boisson fermentée, c'est l'eau, tout simplement. Alors l'eau, elle a sa spécificité locale. Alors aujourd'hui, justement, avec les techniques actuelles, généralement l'eau des brasseries est complètement reminéralise leur eau, donc ils peuvent jouer sur les taux, les différents taux, pour vraiment adapter leur eau à un type de bière connue. À l'époque, il y avait tous ces moyens-là, donc la bière avait finalement aussi un lien très fort avec une eau pure, une eau, voilà, on évitait forcément de puiser dans des eaux souillées. Et souvent, on a pu aussi dire que la bière permettait justement de consommer de l'eau qui n'était peut-être pas super bonne à consommer comme ça. Mais je pense qu'il va même faire bouillir ou avoir une action sur cette eau-là pour pouvoir la proposer après dans un processus de brassage. Alors, comme vous voyez, il y a différentes céréales. Alors, la principale actuellement, c'est l'orge, et plutôt l'orge à 2 rangs, qui est vraiment, qui a un rendement vraiment exceptionnel pour produire justement dans cette fermentation, et amener le plus de sucre possible dans la boisson. Mais on a aussi, voilà, dans les périodes anciennes, on sait qu'on utilisait aussi en Afrique, alors soit le sorgho, soit le millet et le mil. Et un autre ingrédient important actuellement, c'est le houblon. Alors le houblon, c'est devenu une plante prépondérante en fait, dans la bière et que très récemment. Ça, c'est à l'époque médiévale. En fait, avant l'apparition et surtout la prédominance du houblon, on utilisait des mélanges qui s'appelaient des gruits. D'origine esquimau, peut-être du nord de l'Europe. En tout cas, voilà, chaque brasseur avait ses recettes, ses mélanges. Et au fur et à mesure, peut-être par des jeux d'influence, on est arrivé à avoir une prédominance du houblon. Alors, c'est resté, en France, on utilise d'autres aromatisants américains. Par contre, en Allemagne, une bière, c'est strictement du houblon, de l'eau, des levures et de l'orge. Voilà, c'est strict depuis le XVIe siècle. Il y a une loi qui est vraiment réglemente cette voilà, la brasserie. Alors voilà, je vous ai mis un peu là des méthodes traditionnelles qui ressemblent aussi pour faire le lien avec les procédés de brassage actuels, pour montrer un peu toutes les étapes qui sont nécessaires pour commencer à produire une bière. Donc, en fait, ça ne s'improvise pas forcément, sauf dans des climats un peu plus tempérés ou chauds, par exemple en Amérique du Sud, comme une température assez élevée, la fermentation peut commencer directement une fois qu'on a commencé à ensemencer un récipient avec on a rajouté du manioc, les levures naturelles commencent déjà à fermenter la boisson, on arrive très vite à des taux aussi qui sont atteindre des degrés. Donc là, sous nos latitudes, on va dire qu'il faut quand même réfléchir un peu avant de commencer à faire une bière. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est les céréales voilà, à base d'amidon, qui sont généralement arrêtées. Après, voilà, on les nettoie après la moisson et on les fait germer. Alors, ça, c'est le processus qui permet en fait, de casser la petite enveloppe de la graine et puis de lancer la production d'enzymes. Alors, on peut aussi fourrailler. Donc là, le fourraillage, c'est pour stopper la germination, pour que ça ne dégénère pas. Et qu'on a un stoppage, qu'on appelle aujourd'hui le mâchage. Et puis après, on peut aussi soit le dégermer, mais ou pas. Généralement, on ne le dégerme pas.
Et on peut, par exemple, faire, à partir de ces éléments-là, soit du pain, soit une sorte de bouillie. En fait, la bière, à la base, ça ressemble à une sorte de bouillie qu'on laisse à une certaine température. Donc, on peut soit la concasser plutôt, c'est-à-dire qu'avec une meule ou un pilon, généralement dans les brasseries artisanales, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait encore, c'est qu'on concasse. Dans les brasseries industrielles, on arrive à une farine vraiment de malt qui est plus fine parce qu'ils ont les moyens de filtrer vraiment bien cette bière. Donc, on la laisse reposer dans un récipient qu'on a chauffé à une température assez stable, c'est 50-60. Et puis après, justement, on va filtrer tout ça. Et on va rajouter à ce moment-là les différentes plantes aromatiques, sur le melon ou les autres. Et donc, pour tous ces éléments-là, il faut forcément avoir accès à un point d'eau. Pour refroidir aussi tous ces éléments-là. C'est pour ça aussi que la bière se faisait à l'époque en période automnale hivernale. On a consommé à la période de mars, au printemps. Et donc, après, on la conserve. On la laisse fermenter, soit en cuve, en céramique ou en tonneau. Et voilà, on peut rajouter des levures externes, c'est actuellement, ou bien comme les bières par exemple belges, chez Cantillon par exemple, on utilise des levures sauvages qui sont dans les charpentes des zones de stockage pour la bière. Donc là, c'est une fermentation naturelle. Donc on peut faire ça aussi en période fraîche et plutôt dans des voilà, ça peut se faire dans des zones caves, des grottes. Et puis après, la fermentation secondaire peut se faire en rajoutant des produits sucrés sur les fruits, sur le sucre. Et bien sûr, tous les éléments-là qu'on a utilisés pour fabriquer la bière, on peut aussi les réutiliser en phase de recyclage pour nourrir les animaux, donc les drèches, on appelle les drèches de malt. On peut les utiliser en maintenant, ils en font des jeans, c'est original. Ils en font des biscuits aussi apéritifs, mais on peut aussi nourrir les animaux avec ça, les cochons. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un brasseur amateur actuel. On verra après comment ça peut rentrer en résonance avec l'archéologie. Mais là, c'est également une étape que je vous redonne, mais en version pour un petit brassin de granit. Donc vous voyez, là, il y a le potassage. Après la chauffe, qui peut se faire soit en un palier, soit en plusieurs paliers, c'est ce qui était utilisé aussi au Moyen-Âge, et plutôt dans les pays de l'Est, vous connaissez cette technique-là pour vraiment avoir un rendement de sucre important et pour ne pas perdre justement de sucre. Donc le mou, après, il est filtré. On le refait bouillir. Et après, voilà, on le filtre et puis on le laisse insérer pour la fermentation. Tu veux prendre aussi? Donc, on a voulu faire l'introduction comme ça assez précise sur le plan technique, parce qu'en fait, en réalité, la bière, c'est quelque chose de relativement complexe quand même à faire. Donc, il faut imaginer que dans les sociétés anciennes, c'est quelque chose qui a dû demander un certain temps de mise en place, des étapes, des essais, en fonction des ingrédients qui étaient disponibles, en fonction des choix, des saisons, encore, si la des saisons, des lieux. Donc, il faut imaginer beaucoup de choses quand on évoque la bière et qui est plus complexe même que le vin, par exemple, comme type de boisson fermentée. Et donc, on a vraiment une multitude de paramètres à prendre en compte. Alors, en ce qui concerne en fait les documents archéologiques et les principales analyses qu'on va pouvoir faire, on peut retrouver effectivement des restes de contenu. Mais ça, c'est, vous imaginez bien en archéologie, on ne retrouve vraiment pas grand-chose de ces restes. C'est-à-dire que soit on a de la chance de retrouver des restes sous forme de grains carbonisés ou dans des milieux un peu humides qui vont les stabiliser. On va retrouver quelques graines, des pépins, des noyaux qui nous renvoient effectivement aux matériaux utilisés, mais il y en a souvent très peu sur le site, donc ça ne suffit pas évidemment pour parler de la production bière, mais c'est un indicateur, c'est quelque chose qui nous enseigne quand même par raison. Très rarement, on a les grains d'orge que vous avez
cas comme ça, c'est exceptionnel. On peut étudier les grains d'amidon aussi. La bière, on a vu, est composée essentiellement, c'est essentiellement de l'amidon et de l'eau, mais de l'amidon. Et en fait, on va retrouver dans les parois des céramiques, dans les résidus, quelquefois, des pots, on va pouvoir trouver des dépôts avec un peu d'amidon. Et donc, il y a des spécialisations qui vont observer de manière très pointue la forme des grains d'amidon et certaines impacts aussi sur le grain d'amidon dans le cadre qui montre qu'il y a eu un processus, une attaque des enzymes, enfin, qu'il y a eu un processus qui a entraîné l'altération en fait, de la forme de l'amidon. Vous voyez là l'exemple de l'amidon céréal, c'est difficile de voir la différence entre le lait et l'orge, et vous voyez vraiment, à l'échelle, c'est extrêmement. On peut étudier les levures, on peut étudier, mais on a de plus en plus de recherches autour des levures, autour des pollens, qui donnent notamment tout ce qui est un peu environnement. Voilà. Et puis, on a beaucoup aussi une contribution importante, c'est tout ce qui est études chimiques, des résidus piégés dans les parois des céramiques. Ça se fait de plus en plus parce que la céramique est un milieu vraiment très protecteur. Une paroi de vase, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment protéger ce qui est. Donc, comme les parois sont poreuses, pour les vases anciens, pour les céramiques anciennes, c'est pas comme le vaisselle moderne, très dur et très imperméable. Les parois étaient poreuses et donc elles piégeaient toute une partie du contenu et qui a pu traverser le temps sur des milliers et des milliers d'années. Et on va pouvoir, maintenant, grâce aux moyens chimiques, notamment ce qu'on appelle la chromatographie, je me garderai bien de vous expliquer le processus. La chromatographie en phase gazeuse, c'est-à-dire alliée à la spectrométrie de masse, on va pouvoir aller chercher la composition de ce qui est piégé. Alors, bien sûr, il n'y a pas de miracle, ça va être très complexe après d'interpréter, on va avoir des choses qui sont sûres, des choses qui ne sont pas, etc. Mais on peut vraiment avoir un renouvellement des connaissances. Alors, juste rapidement, les autres éléments archéologiques, c'est les restes mobiliers, tout ce qui pourrait être associé à la fabrication et à la conservation des poissons fermentés. Je vais mettre l'accent bien sûr sur les céramiques, et notamment sur les vêtements. C'est ceux qui sont le plus présents et qui donnent le plus d'informations. Mais il y a aussi, bien sûr, les outils de voyage pour traiter le pain, etc. Mais l'information la plus directe, c'est vraiment les vêtements de céramique. Et puis, il y a aussi toutes ces structures liées à la fabrication de la bière. Et là, je vais mettre l'accent sur ce qui est structure de chauffer, parce que la bière, par rapport à d'autres boissons fermentées, une des particularités, c'est vraiment la phase de cuisson, de chauffe, qui est indispensable. Donc, en fait, on va rechercher un petit peu les traces de chauffe et sur les styles où on étudie la bière. On va rechercher cette combinaison, donc, des combinaisons qui reviennent. Alors, là, on est très loin de la Champagne, mais dans des traces très, très anciennes. C'est vraiment parmi les premières traces qu'on a de présence de bière. On a par exemple le cas en Chine de la tombe de Jacques. C'est 1200 avant Jésus-Christ. Voilà, donc on est vraiment dans des périodes très anciennes. Et là, on a trouvé des petits résidus de fermentation et de riz. Miel, aubépine, cerise, cornamine. On voit qu'il y a déjà un début de la domestication du riz, plus un rajout d'autres éléments pour baptiser sur de premières boissons fermentées. Une boisson fermentée qui serait. Alors, est-ce que c'est déjà une bière ou pas? C'est difficile à définir, c'est souvent ça en fait la difficulté. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même peut-être déjà un ancêtre au moins de la bière de riz. On a aussi alors, des exemples très anciens là, qui témoignent aussi de la présence de bière. Il y a aussi l'iconographie qui va compter. C'est-à-dire qu'on a aussi des témoignages iconographiques très anciens et des inscriptions aussi. Là, on a une représentation qui se trouve au British Museum et on a effectivement qui évoque des pots de bière, un échange. On est dans le monde mésopotamien et effectivement dans des phases aussi très, très anciennes. 3000, 2012. Et donc voilà ce que c'est qu'un résultat de l'analyse GCL.
là aussi, on a trouvé des témoignages très anciens. Et alors, parmi les choses intéressantes, c'est ce site-là, de Göbekli Tepe, qui est un site où on est à 9000 avant Jésus-Christ, donc on est carrément dans une néolithique avant l'histoire de la cérémonie. Donc, on a quelque chose qui évoque, c'est un site de rassemblement, on a des grands bacs en pierre, ça revient pas beaucoup d'histoire, des grands contenants, c'est pour ça que j'insiste vraiment, c'est toujours pas vrai, et c'est important pour nous d'avoir toutes ces comparaisons. Donc, on a un site où il devait y avoir des rassemblements à intervalles réguliers, et les grands bacs en pierre et des outils de voyage nous indiquent que probablement, déjà, ils ont fabriqué une boisson fermentée liée à ces rassemblements qui devaient avoir lieu à intervalles réguliers, parce qu'apparemment, ce n'est pas un site d'habitation, et probablement, donc, à une époque, peut-être même antérieure à l'histoire de la cérémonie. Et puis là, alors là, on est plus dans, on commence à entrer dans les sites où là, on est sûr qu'il s'agit bien de pierre, c'est le site de Hierakonpolis en Égypte. Donc, on a un site de brassage, avec en fait, là, on retrouve des grandes cuves taillées. Des détails de vitrage aussi qui sont, tous ces bases de ressources sont alignés, donc quand même une supposition d'une production serrée. Et en plus, oui, et en plus, c'est associé en fait à des restes de combustion, donc ça a chauffé, on a des parois très épaisses, et on a surtout des restes de grains maltés. Donc là, on a vraiment une production de boissons fermentées, de malt, que tu pouvais me donner si je ne me trompe pas. Donc, il faut une époque qui est vraiment très ancienne, on est là de 3500, 3400 avant Jésus-Christ, donc vraiment. Déjà, là, on est bien, il s'agit bien de bière, et il s'agit d'un site de brassage où on devine quelque chose d'important, quelque chose de structuré, d'organisé, sans doute à une échelle. Et là, vous avez un site qui est à peu près dans le même esprit, mais avec toute la diversité des bases, parce que bien sûr, il n'y a pas que les grands contenants qui servent à cuire, il y a aussi toute une diversité de bases, et là aussi c'est important, parce que j'y reviendrai, ces bases avec une surocérée pour un autre usage. Là, on arrive donc, pour le monde européen avec un schéma qui croise un peu, une carte qui croise un peu reste de pain, reste de pierre. On a tout cet aspect de travailler sur les deux sujets toujours. Généralement, on pense, les chercheurs qui ont travaillé sur la levure, voilà, on pense qu'effectivement, il devait y avoir soit une sorte de bruit qui commence à fermenter, donc cette levure-là, c'est la levure commune avec le pain. C'est aussi pour ça que normalement, brasserie et boulangerie en Égypte sont associées les deux. Certainement, l'une devait aussi nourrir l'autre, soit en pain, en galette grillée pour commencer les fermentations, soit en levain, pour activer aussi le processus. C'est pour ça qu'en Europe, bon, c'est assez bizarre, c'est comme ça, les traces pour l'instant sont surtout des traces de pierre. Est-ce que c'est lié aux fouilles, culture conservatoire? Et puis en Angleterre, c'est plutôt aussi. Ça peut être effectivement des aspects liés au biais de la recherche, parce qu'évidemment, on a développé certaines recherches dans certaines régions, et au problème de climat et de conservation. En Espagne, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé très tôt sur la question des amidons, en fait, l'observation des amidons dont je vous avais parlé, et ça a été une des régions d'Europe où on l'a fait le plus tôt, et notamment, vous avez un Valsa vers 5000, 4000 avant Jésus-Christ, où il y avait effectivement des restes de préparation à base de céréales et des granules d'amidon qui avaient été déformés par le maltage. Donc là, on a vraiment un témoignage, donc on dit que ça fait millénaire avant Jésus-Christ, dans l'époque néolithique, et on a un témoignage vraiment de fabrication de bière en Europe. Et pareil, chez les campaniformes, on retrouve régulièrement dans les gobelets, dans les petits vases campaniformes, des restes qui se mettent en rapport avec la bière. Donc, je pense que la consommation, la fabrication de bière était très importante dans ces régions. Pour la période, alors on aborde des périodes effectivement un peu plus récentes, mais aussi une chose qui est importante, qui est de plus en plus développée, c'est le lien entre archéologie et expérimentation. Aujourd'hui, pour interpréter les
a dans le secteur, du type de contenant utilisé, pour imaginer effectivement quelle était la recette possible, etc., et les reconstituer. Mais c'est fait donc, sur différents sites, par exemple ici en Écosse, on pense avoir fait effectivement un site ancien de brassage, un site très connu. Là, je ne sais pas non plus la prononciation, Scaraborei. Nous, en fait, c'est les îles Orcades, c'est magnifique, hein, comme paysage, c'est sur un bord de mer, ciel bleu, mer bleue, et puis une maison en pierre. Donc un peu rustre, mais voilà, une collègue qui malheureusement n'a pas pu venir au colloque, alors on a été diminué, elle a travaillé sur cet aspect, essayer de reproduire la bière, donc elle a fait beaucoup d'essais. Et donc, sur ce site-là, elle suppose qu'effectivement, comme il y a aussi les grands récipients, il y a aussi cet aspect où on a trouvé du mal, et il y a tout ce qu'il faut pour faire. Il y a des restes d'une plante aussi aromatique, je crois, la gistiane. Et donc, elle a effectivement imaginé des recettes. Et alors là, on en est peut-être plus proche, c'est la Juffaire. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est deux exemples. L'exemple de votre pertuis dans le sud, au 5e siècle à la Jésus-Christ, l'exemple qu'on a à l'époque gauloise, et ici, l'exemple de Waldorf en Allemagne, pour à peu près la même période, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces deux-là, on a des restes d'orge maltais carbonisé, donc d'orge maltais. Donc là, on est sûr de la fabrication de bière. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Je ne sais pas si on en a d'autres, il doit y en avoir peut-être quelques autres, mais on en a vraiment très peu. Donc, on ne peut pas se contenter de travailler sur ces restes-là. Et ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est que dans un cas, c'était associé avec un four, une structure de four, une structure de chaud. Et ici, c'est en Outdorf, donc on est dans des régions plus au nord, on n'a pas de construction en pierre, en dur, on a plutôt des choses qui devaient être en bois et terre crue. Et donc, réalité, ça résout ce qui est dans le sol, ici. Et en fait, c'était un fossé creusé dans le sol, et au fond, on a retrouvé une couche de graines carbonisées. Et donc, on pense que ce fossé, qui était un fossé très allongé, en fait, c'est ce qu'il nous reste, une sorte de structure de séchoir. Alors après, il faut imaginer ce que ça pouvait être, mais une structure de séchage peut-être de grains. Donc, on va vraiment aller chercher des structures un peu atypiques, des choses, et il va falloir analyser quelquefois à partir juste de structures comme ça, d'empreintes de structures en corps. Là, une exemple d'expérimentation pour l'époque gauloise, ce sont des langages Juffaire, sur la fin aussi de longtemps, il y a eu une expérimentation qui a été faite de fabrication de bière d'orge, et au fond, donc là, on voit les prélèvements et les analyses. Et là, les analyses ont donné quelques indications de ce que on pouvait appliquer après la fabrication de la bière. Le problème, c'est que ça, on est juste après la fabrication de la bière quand on fait les analyses. Maintenant, on est 2500 ans après, c'est sûr qu'il n'y aura pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas, c'est important quand même de nous donner une indication de ce qui peut être conservé. Et puis là, à l'exemple de plan de brasserie, alors là, on est plutôt pour l'époque antique, c'est pour dire qu'on a une réflexion bien sûr sur ce qui est structure archéologique, donc à Ratisbonne. Et cette brasserie est associée au plan romain. Là aussi, on a au plan militaire. Donc la diffusion aussi des boissons alcoolisées, on a un lien aussi avec le passage des légionnaires, en tout cas pour les époques plus récentes. Donc c'est une infinité de sujets qui peuvent être traités, et pour nous apporter un peu plus de renseignements, parce que l'archéologie ne suffirait pas, on a recours beaucoup à l'ethnologie. Parce que, alors on ne peut pas faire une comparaison directe, il faut toujours repenser les choses, mais ça nous donne beaucoup d'indications. Ça nous donne des indications, par exemple, sur l'aspect social de la bière, sur l'importance des lieux où on fait ces actes, sur le côté rituel. Les boissons fermentées, de façon générale, accompagnent souvent les rites dans toutes les sociétés traditionnelles. Donc, on va avoir des rites communautaires, des rites plus intimistes, en rapport avec l'élevage, en rapport avec donc, des sacrifices. On va avoir donc des pratiques, et on va avoir aussi parfois des sites comme ici, au Pérou, des sites de brasserie associés à de grands espaces de rassemblement. Donc, on a aussi des lieux, effectivement. Il va falloir réfléchir aussi à l'échelle
c'est un bien sûr, c'est normal que ce soit. Et puis aussi parce qu'on a tous les témoignages en fait associent en écologie montrent une association très très forte entre la céramique, les grandes poteries, les grandes vases et la fabrication et la bière. Pour la fabrication, pour la consommation aussi, mais pour la fabrication aussi, surtout parce que la fabrication, on a toute cette phase de cuisson de la bière. Et pour ça, il faut un contenant qui résiste au feu. Et donc, la poterie, bien sûr, à une époque où on n'a pas de métal, où on n'a pas les instruments actuels de cuisson, et bien la poterie, c'est vraiment l'élément essentiel qui va servir, qui va être utilisé. Alors là, on a des études ethnographiques qui ont montré ça dans de multiples régions, que ce soit au Pérou pour produire la chicha, que ce soit chez les Amérindiens pour produire le manioc, que ce soit ici chez les Cameroun d'Éthiopie, donc pour fermenter, parce que les bases, c'est pas seulement cuire, mais c'est aussi la fermentation. Et puis là, c'est très intéressant, c'est au Sénégal, c'est ces bases qui ont été réemployées, alors soit en abreuvoir, soit alors je prends un poulailler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, notre problème en archéologie, c'est quand on tombe sur de grandes bases, en fait, ils ont vécu une histoire longue. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont été utilisés au départ pour faire de la bière, mais ils ont pu servir à autre chose, donc il faut en tenir compte toujours dans la réflexion. L'ethnologie nous montre donc qu'il faut porter attention particulièrement alors aux formes, aux techniques. On va avoir des bases grossières résistantes au feu pour la cuisson, aux différentes capacités. On va avoir les très grandes bases pour cuire, parfois des bases plus petites pour fermenter, et une forme un peu différente pour col resserré. On a le témoignage aussi de ces formes à col resserré pour la fermentation. Alors là, c'était des exemples du Pérou, pour la chicha. Et puis, on a ça aussi en Afrique, chez les Ghanos d'Éthiopie. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est le travail de John Arthur, au début des années 2000. C'est lui qui est le premier à publier des exemples de bases à fermenter en insistant sur l'importance des traces de ces bases. Parce que le fait de fermenter dans ces céramiques entraîne une altération, va attaquer vraiment la paroi du vase, et on va avoir des altérations, là on peut être bien, on a des desquamations, et là aussi jusqu'au bord du vase, et ce sont des vases qui ont servi à fermenter la bière. Alors, on arrive là en Champagne, avec ce qu'on peut aujourd'hui retracer un petit peu de ce qu'on connaît de l'histoire des boissons fermentées dans la région. Mais c'est difficile parce qu'on est dans une région où effectivement ça n'est pas, les sites ne sont pas visibles, ne sont pas conservés, c'est qu'on va aller chercher dans le sol et les traces de la bière sont très fugaces, c'est difficile à identifier. Pour les boissons fermentées de façon générale, ce qu'on a surtout au départ, c'est à trouver des traces de raisin, parce qu'il y a un acide qui permet parce qu'il y a un acide qui permet notamment d'identifier a priori du vin. Il y a la combinaison de plusieurs acides, et c'est notamment l'acide succinique ou syringique. Excusez-moi, mais c'est vrai que au niveau des acides, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Et donc, c'est la présence de cet acide qui permet de dire, par exemple, que dans ce gobelet du 3e millénaire avant Jésus-Christ, de l'époque campaniforme, a priori, il y avait des traces de vin. Parce qu'on a une combinaison de raisins et de traces de fermentation. On retrouve ça, en fait, pendant toute les périodes, en fait. Donc, c'est ça qui est un peu l'élément qui, aujourd'hui, nous permet de parler de fabrication de vin, déjà, pour ces périodes de la l'histoire en Champagne. Alors que, par exemple, les pépins de raisin, qui pourraient en témoigner aussi directement sur les sites, on n'en a qu'à partir du second âge du fer. On pourrait avoir l'impression, on ne sait pas d'ailleurs à cette époque si c'est de la ligne sauvage ou de la ligne cultivée, on ne sait pas non plus si c'est du vin qui vient de loin ou qui vient de proche, parce qu'il a pu voyager dans des contenants pénétrables. Petit à petit, on va avoir quand même des possibilités de mieux comprendre
la bière. Pour la bière, en fait, on a essentiellement les traces dans les grands vases, et on a, pour cette période-là, vers le 5e, 4e siècle, on a notamment de petits sites associant des grands vases et des restes de choses. Donc on a un témoignage que vers une époque, quelque part au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui correspond à une époque au passage vraiment aux prémices de l'époque gauloise, on a effectivement probablement des sites de fabrication de pierre. Donc ça, je vais maintenant vous présenter des exemples un petit peu plus concrets. Alors ici, c'est l'exemple du vase de Médicant dans l'Aube, mais on n'est pas très loin. Et en fait, on a retrouvé un vase, ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, des restes de vases qui sont semi-enterrés. Et on a vu que c'est quelque chose qui revient dans les pratiques pour la fabrication de la bière. Vous pouvez tailler des vases pour différentes étapes, et notamment aussi pour conserver, parce que ça me maintient dans un milieu frais, le fait de mettre le vase dans la terre. Et donc, dans ce vase de Maléfiquant, qui est daté du bronze final, à l'intérieur, on a retrouvé des traces très frappantes d'altération d'armaline qui s'est formée, qui est liée au niveau de remplissage du vase. Tout le reste ici est altéré, jusque dans le fond, et le fond est même complètement, l'équilibre est totalement perdu. Donc ça, c'est des choses dont on a témoignage pour les fabrications de bière. Notamment, il y a des enquêtes actuellement en Afrique et qui montrent qu'on a, pour une certaine étape, notamment de la fermentation, on a des types de traces approchantes. Mais maintenant, il va falloir faire des comparaisons plus directes. L'autre altération intéressante dans la région, parce que, en fait, les pâtes contiennent souvent du calcaire, on est dans un terrain calcaire. Donc, les archives contiennent du calcaire et on va souvent rajouter du calcaire dans les pâtes. Et le calcaire est fragile par rapport à l'acidité des boissons fermentées. Donc, les boissons fermentées, le vin, la bière, vont attaquer les calcaires et on va avoir, et là on voit des trous, des vacuoles se sont formés avec la disparition des inclusions calcaires. Ici, c'est un cas très probable, parfois on a des cas encore plus évidents. C'est souvent difficile en archéologie parce qu'on a une pression, on a des vases qui sont abîmés par l'enfouissement aussi, donc il faut analyser. Et là, vraiment, les vases sont concentrés sur l'intérieur du vase, ni elles sont contenues. L'expérimentation nous apporte beaucoup effectivement pour l'interprétation. Là, il y a un exemple d'expérimentation, je vous ai parlé de cette attaque des grains de calcaire par les acides. Pauline de Belle, dans sa thèse, a tenté la chose, hein, elle a enterré un vase, enfin, elle a tenté d'ailleurs avec plusieurs, pas qu'avec de la bière, parce qu'il fallait comparer avec d'autres types de contenus. Et en fait, la plupart des contenus n'attaquaient pas si on mettait du grain, il n'y avait pas d'altération du contenant, mais c'est la bière d'orge qui a donné notamment, qui a commencé à dissoudre, à ronger le dégraissant calcaire. Donc ça a confirmé vraiment qu'on avait un lien probable avec ces boissons fermentées. Alors là, j'aborde l'autre sujet qui est, le premier sujet, c'était donc les traces, qu'on observe de façon générale dans d'autres phases différentes. Et puis là, pour le 6e, 5e siècle, on a des petits sites. Mais évidemment, c'est très difficile parce que, je vous montre l'exemple de la fouille, en fait, la fouille s'est déroulée en hiver, donc je ne peux même pas vous montrer une photo de ce site, contrairement aux belles photos que je vous ai montrées de l'équilibre de tous ces sites, de la conservation dans la pierre. Là, on peut effectivement, il n'en reste quasi plus rien, mais quand on fouille par l'archéologie préventive, on fouille sur des grandes surfaces, on va retrouver là, par exemple, quelques structures qui appartiennent à une époque particulière. Et là, c'était le 6e, 5e siècle. En fait, c'est un ensemble de 6 structures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que c'est près d'un chenal où il y avait de l'eau, et un chenal qui existait déjà à des époques anciennes, et près de bâtiments dont on peut y mal la datation, mais qui sont des bâtiments qu'on relie au stockage des graines. Donc, la présence de ce petit site ici entre l'eau et ces bâtiments n'est peut-être pas du tout quelque chose d'anodin, mais il faut arriver
relativement bien conservés, je vais vous en présenter, et puis quelques restes de crème. Donc là, on a une association de choses, grand vase, de différentes formes, et restes de crème, notamment ici de millet, qui est une des céréales qu'on emploie régulièrement pour fabriquer de la bière. Alors ici, dans les fosses associées avec l'herbe chaude, avec la cendreuse, voilà, on a notamment cette fosse-là qui a donné les restes d'un grand vase, quasi entier. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a énormément chauffé. Il a vraiment subi des cuissons, il a été recuit, donc c'est toujours difficile de dire à quel moment, mais en tout cas, il y a eu la chaux forte dans ce secteur. Et dans le même site, on a d'autres types de vases. Dans ce même site, on a des vases, cette fois-ci avec une embouchure très étroite. Le vase d'avant, on avait au contraire voilà, une embouchure très large, qui rappelle un peu les vases en ethnologie qui servent à la cuisson de la bière. Ici, on a plutôt des vases plus fins, plus décorés, avec le col plus resserré, qui rappellent plutôt les formes qu'on a en général de la fermentation de la bière. Et à l'intérieur de ces vases, là, il y a ceux de Périmila Rose, donc c'est le site que je viens de vous présenter ici, mais il y a aussi d'autres sites qui nous donnent les mêmes formes qu'on peut reconstituer. On est toujours au 6e siècle. Et là, à l'intérieur, on voit toutes ces traces d'esquamation. La paroi est complètement disparue. En fait, ça fait des cupules qui s'arrachent et puis petit à petit, toute la surface s'en va, particulièrement sous les fonds du vase. Et là, on a tenté quelques analyses, parce que c'était important, c'était un site où vraiment, là, il y avait une suspicion de boissons fermentées forte. Donc, on a tenté des analyses dans différentes formes de vases, par le laboratoire de Nicolas Garnier, et le résultat est intéressant, justement, parce qu'il nous parle de boissons fermentées, ces résultats. Et presque systématiquement, il y a des acides qui sont typiques de la fermentation. En fait, on a été analysé ce que je vous ai expliqué dans la paroi des vases. On a fait des prélèvements dans la paroi des vases. Et donc, il y a tout une parle de fermentation dans tous les vases testés. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les vases ici, qui ne portaient pas de traces à l'intérieur, sont reliés à la présence de millet. La niacine, c'est révélateur de millet, à des acides de fruits. Donc, on a peut-être là quelque chose qui est en rapport avec une bière ou une boisson fermentée d'un type difficile à préciser, qui comprendrait une céréale. Donc là, on a vraiment quelque chose qui commence à être bien précis. Et puis, au contraire, ceux qui avaient des fortes marques de fermentation, les vases les plus jolis, les plus décorés, eux, ils avaient plutôt des marqueurs de vin. Donc, on peut voir qu'il y a en plus probablement des différences de statut. C'est-à-dire que les vases n'avaient pas tous la même valeur voilà. Donc, on a fait sûrement 6 différents statuts et on a donc fabriqué sans doute des boissons fermentées sur ce petit site de Périmila Rose. Alors, à la même époque, sur les sites en fait qui sont les sites de Vix-Monassoir, qui sont les sites princiers en Bourgogne, là on n'est pas à Périmila Rose, on n'est pas dans un site princier au niveau marche de la zone. Mais Vix-Monassoir n'est pas très très loin. Et à cette époque, à Vix-Monassoir, on retrouve aussi des traces de millet. Donc on a probablement aussi du millet et des traces de vin. Et là, il va falloir donc comparer, parce que le vin, on sait que les vins méditerranéens qui arrivent dans ces périodes-là à travers les amphores, les premières amphores qu'on a. Mais est-ce que c'était du vin méditerranéen? Est-ce qu'on a fabriqué du vin dans la région? Ça, c'est difficile à dire. Alors là, je fais un bond dans le temps pour arriver dans une époque beaucoup plus tardive. Alors, on est sur l'oppidum de la Chère. L'oppidum de la Chère, il est d'ailleurs évoqué dans le musée. C'est un site où il y a quelques objets qui sont présentés dans le musée. Et en fait, un oppidum, c'est une ville de la fin de l'époque gauloise. C'est les villes qui se sont développées à la fin de l'époque gauloise, en général avec une enceinte, un rempart. Il y en a un qui est très bien conservé dans la région, à peu près de Chalon, qui est d'ailleurs la ville qui a précédé en quelque sorte Chalon. C'est l'oppidum de la Chère. Et au cours des fouilles sur cet oppidum, on a trouvé un ensemble d'essuie de cadre. Alors là, pour l'instant, on en est au tout début des analyses. Donc là, je n'ai pas évoqué les analyses. C'est plus pour dire qu'on parle aussi des poissons au travers d'autres éléments que les contenus. Donc on va en parler quelquefois simplement avec un assemblage de vaisselle. Et donc là,
on a dans cette carte un assemblage exceptionnel. On a à la fois alors, la présence de ce qu'on appelle des doliums, c'est des très grands vases qui peuvent contenir 100 litres ou plus. On est à la fin de l'époque de Loise, ça a changé de vie. Voilà. Et on a les amphores qui arrivent, ça c'est des amphores typiques de la fin de l'époque de Loise, qui contiennent à peu près 25 litres de vin. Donc, la question qui s'est posée, qui a été posée, c'est les doliums sont-ils liés à la bière locale, puisqu'on sait, d'après les textes, que les Gaulois et la bière, c'est une histoire qui a commencé avant l'époque romaine, même si les sources qu'on a sont des sources antiques. Mais on peut deviner que déjà à l'époque gauloise, il y avait une fabrication de bière. Et les vins, les amphores, elles, étaient liées aux vins romains. Donc, c'est un peu la question qui se pose. Et puis, on a dans cette carte toute une série de décès qui, notamment là, sont des décès à voir. Alors, les analyses sont aussi les analyses pour voir, surtout dans ces grands vases, dans ces doliums, qui bien souvent présentent des traces intérieures, on a effectivement des traces de bière. Et c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué par Jeanne Metzler. C'est un des premiers à avoir fait cette hypothèse. Il a fouillé les magnifiques tombes du pays Trévire, comme le site de Blanche-Metzler. Et il a fait une hypothèse, effectivement, que dans la tombe aristocratique, les doliums soient liés à la bière locale et le vin et les amphores au vin importé. Avec le côté prestigieux, bien sûr, ici, du service à boire. On ne trouve pas, évidemment, le service à boire de la chef est beaucoup plus courant. Là, on a un service d'exception avec des éléments alimentaires. Donc, les traces pour la fin de la Juifère, on les retrouve, comme je vous avais dit. Donc là, un cas de dolium. On retrouve le dolium enterré. On retrouve aussi ces traces donc, liées à la fermentation. Ça part par de petites cupules. Et puis, on est ici à Reims, un peu de fromage, un site qui a été fouillé sur le tracé du TGS. Et puis, petit à petit, ça couvre toute la surface du vase jusqu'à toucher le bord. Alors, les grenouilles et la bière, oui, mais on sait aussi, parce qu'il y a des pratiques et des tests qui se font actuellement, qu'on aurait pu aussi fabriquer du vin. Donc, c'est toute la difficulté et la nécessité des analyses pour aller préciser, puisqu'on refait actuellement, il y a une tendance à revenir, donc je rebascule un peu sur la période récente, à revenir à des pratiques traditionnelles, et notamment, on essaie la vinification en jarre pour le vin. Et le vin, effectivement, ce qui est intéressant pour la fin de l'époque gauloise, c'est cette question de l'équilibre entre la consommation du vin et la consommation de la bière. Et on a ces cargaisons d'amphores, ces restes d'amphores qu'on trouve par centaines de kilos, et même pour les régions du sud encore plus, qu'on trouve sur les sites. Ces amphores, c'est du vin qui vient de Campanie, romaine, qui vient d'Italie, ça on le sait. Donc, et qui amène donc, le vin, et on peut imaginer un commerce de dimension considérable. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, il devait transiter des quantités colossales, notamment remontant pour la région, ça remontait probablement à Babel-les-Rhônes, et après ça prenait probablement différentes routes. Là, vous avez le hôtel de la Chèque, ça avait probablement plusieurs routes pour arriver jusqu'à cet hôtel. Alors, en quoi cet apport massif de vin a-t-il bouleversé les pratiques de consommation des gens? Est-ce que ça a totalement, pendant un moment, remplacé la bière? Est-ce qu'on a conservé? C'est pour ça que, est-ce qu'il y a une tradition qui s'est maintenue, peut-être au travers des doliums? C'est pour ça que les analyses vont se poursuivre pour essayer justement de répondre plus précisément et de percevoir plus précisément ces questions. Et là, je passe à quelque chose de totalement différent et je passe à la parole. On parle de période plus récente, du coup, c'est terminé. Et puis, pour vous montrer un peu l'évolution aussi de la bière, donc là, on fait un bond. On passe un peu à une période historique qui a vraiment révolutionné un peu la production de la bière, c'est-à-dire surtout le philosophe qui a vraiment vécu. Et puis, voilà, les différents domaines aussi qui avaient beaucoup de monastères. En
fait, c'est surtout les abbayes qui ont pu, eux, gérer en interne à la fois les stocks de céréales, à la fois le métal, et à la fois les brasseries, le processus. Donc en fait, vous avez ici un plan de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse. C'est un peu un plan, on va dire, qu'on cite beaucoup dans les ouvrages, qui est un peu idéal. C'est-à-dire que c'est le type d'abbaye qu'on aimerait bien avoir pour certaines parties de l'Europe. Et on sait que, souvent, ce n'est pas forcément le cas. Mais on a souvent associé effectivement la boulangerie, la malterie et puis la brasserie. Et puis, il y a aussi, plus tard, la formation des corporations de brasseurs qui vont aussi révolutionner la production, surtout dans les fonds villes. On repasse à une autre phase importante qui est l'industrialisation, la pasteurisation aussi de la bière et tous les processus industriels, le refroidisseur, surtout qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter des pertes en fait, de bières qui sont avariées après, qu'on n'a pas à utiliser. Donc un refroidissement rapide qui permet aussi une meilleure fermentation et puis surtout de pouvoir produire plus et rapidement. Donc alors, quand j'ai travaillé un peu en Alsace, je suis allé voir un peu ce qui se passe en Alsace. On a vu des périodes récentes, c'est-à-dire au XXe siècle, surtout des rachats de brasseries par des gros groupes, des holdings en fait. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 groupes mondiaux en fait, qui partagent la production internationale de bière, il y a Carlsberg, il y a en tout cas, c'est les Américains et les Européens, en fait. C'est les 3 groupes. Et c'est un peu tenu, c'est pas eux qui ont racheté sur un mesure des brasseries en Alsace, mais il reste une brasserie indépendante, c'est nucléaire. Moi, je vais aussi aller voir un peu ce qui se passe dans le milieu des microbrasseries. Donc là, c'est un milieu qui est apparu dans les années 80. C'est surtout apparu en fait en Angleterre et puis au Québec, où ça a vraiment grandi. Et ça arrivé en Alsace aussi récemment. Là, en 2018, vous avez un état, par exemple, des créations de brasseries. Vous voyez, en 2016, on en avait déjà pas mal. Et ça s'est passé, en fait, au fur et à mesure des créations. Il faut y voir maintenant combien il y a de microbrasseries dans cette région. Mais c'est assez exponentiel et il y a aussi beaucoup de fermetures. Mais c'est devenu en fait un regain pour un certain type de bière. C'est des bières de fermentation haute. En fait, on peut produire un peu de façon amateur chez soi. Et là, c'est surtout en Angleterre, il y a eu plusieurs consommateurs et des brasseurs qui sont réunis pour produire une bière qui leur ressemblait et qui était vraiment différente d'une bière industrielle. Alors forcément, il y a des approches technologiques, la bière aussi. Ça, c'est ce que j'ai appris lors de l'étude technologique. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le boire aussi, comment on boit, comment on utilise les boissons. Par exemple, ici, vous avez un travail exceptionnel de Jolie chez Dogo. C'est un ouvrage effectivement consacré à cet aspect-là. Mais la production de la bière, la consommation de la bière en élite, comment on peut l'utiliser. Ici, c'est pour la région de l'Amérique du Sud, vraiment associée à cette zone géographique, l'Amazonie, où on a aussi ces pratiques festives et cérémonielles. Et forcément, voilà, l'alcool, forcément, c'est aussi une manière d'entrer sur un terrain quand les ethnologues ou les anthropologues arrivent sur un nouveau terrain de découverte. Souvent, on leur offre à boire. Donc, c'est aussi une première découverte de civilisation et de culture. Alors voilà, moi j'avais enquêté un peu aussi sur cet aspect-là en Alsace. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué. Finalement, il y a des associations qui proposent de vous apprendre à brasser en 1 à 2 heures. Alors forcément, il faut attendre tout ça, le résultat. Mais ça laisse un peu aux gens la possibilité de se former à ça. Donc vous voyez, vous avez les produits, les houblons, les différents systèmes de pesée au valenciennes. Et puis voilà, ça peut se faire sur une place centrale dans un village, comme vous devez aussi l'avoir déjà vu en Champagne. Et chez nous, en Alsace, c'est la Copa à Portugal, donc c'est un endroit où il y a une grosse revente de houblon. Donc le houblon aussi a rentré du poil de la bête en Alsace, une formation en lycée agricole pour former des gens qui vont exploiter du houblon. Donc pas forcément des houblons américains qu'on utilise forcément dans des bières un peu plus faites par des brasseurs qui aiment bien ce côté américain. Donc il y a des bières américaines où on utilise vraiment beaucoup de houblon à forte dose. Mais là, on essaie d'associer justement ces goûts-là aux productions locales pour pouvoir utiliser du goût local. Et puis voilà, par exemple, si vous avez envie de faire la bière chez vous, c'est possible. Il y a des menus qui
sont déjà assez anciennes. Si on fume un peu dans l'historique des manuels, ça, on va dire dans les années 80. Mais au 18e, 19e, il y a aussi des choses pour avoir à la maison. Maintenant, on peut quasiment acheter des kits. Voilà, c'est différents types de brasseurs que j'ai pu rencontrer dans différents endroits de l'Alsace, avec parfois des associations qui proposent de faire ça en groupe, ou de vous former en une après-midi au brassage. Et là, c'est une brasserie un peu plus professionnelle, où on revient aussi au travail un peu manuel. On essaie de refaire la bière un peu à l'ancienne, mais forcément, ici, comme c'est un professionnel, avec des quantités plus importantes. Alors, il y a aussi toute l'imagerie liée aussi au brassage, pas seulement aux brasseurs, mais aussi aux brasseuses, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont connus dans le brassage amateur. Et il ne faut pas oublier, dans le cas, par exemple, on sait que c'était beaucoup des femmes qui brassaient, alors soit chez elles, mais soit aussi pour des maisons des auberges. Et souvent, on a associé cette image aussi de la sorcière et de la brasseuse. Voilà, ça reste un peu dans le domaine de la chimie. Et puis, on a malheureusement aussi utilisé souvent l'image de la bière qui est aussi nourrissante, qui est un aliment, un super aliment. En tout cas, voilà, pour activer l'adaptation aussi chez les femmes. J'ai mis quelques étiquettes de bière locale, qu'on a aussi en Alsace, qui reprennent, qui se réapproprient le territoire. Alors, soit par, voilà, on essaie de redonner vie un peu à certains endroits locaux avec la convivialité. On essaie aussi voilà, quelqu'un qui est dans le Val de Münster, qui est un peu, qui s'amuse à changer les images des panneaux, avec des choses assez humoristiques. Et puis voilà, quand j'ai observé ces personnes qui travaillaient pour le brassage amateur, c'est surtout que la plupart travaillaient à la main et que tous les processus industriels en fait étaient encore voilà, des actions mécaniques assez simples et manuelles, à la fois voilà, l'ajout du boulon, la fermentation qui est faite localement, les mélanges de la mèche avec le forquet en fait, à la main. Et tout ce qui est activité de portage, ça c'est les gens eux-mêmes qui le font. C'est vrai que les instruments qui étaient utilisés, le problème c'est que pour fabriquer la bière, oui, il y avait le brassage qui allait remuer et on sait par des témoignages qui disaient probablement une espèce de grande pelle en bois ou des choses qu'on appelle des des brasseurs et qu'on peut avoir l'équivalent dans les pelles anciennes. Mais ça, c'est des objets dont on a totalement perdu. Une branche de la pelle, en fait. Une branche aussi. Donc là, c'est pour montrer par exemple l'exemple d'une brasserie où toutes les activités étaient forcément en un même lieu et surtout la circulation des matières premières se faisait vraiment en local et surtout dans une petite surface. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est comment on la vend aussi. Il y a un contact réel avec le consommateur qui peut aller goûter la bière dans le bar, par exemple, un espace vente à côté. Donc tout se fait vraiment au niveau très très local. Et là, je vais montrer un peu l'autre pendant, alors pas forcément pour les valoriser, justement, mais non, pour montrer qu'on sait faire aussi la bière en gros volume. Donc là, c'est une maison de la Barcelone dans Saverne, où on a les mêmes processus, mais voilà, en fonction des productions qui sont beaucoup plus importantes. Et tout est plus ou moins régularisé, c'est normal. Il faut aussi avoir un produit qui se tienne longtemps, qui soit stable. Donc là, c'est un exemple de brasserie qu'on appelle verticale, qui s'est répandu voilà, au fur et à mesure du temps. Et puis on est arrivé à quelque chose de plus étalé pour accéder avec des camions aux différents ramiers d'une fois, ramener à la brasserie de Nantes. Et puis aussi, par exemple, vous voyez, le Nantes est directement versé dans un silo. Et forcément, les salles de brassage, elles sont gérées électroniquement, comme un outillage. Par contre, les drèches, on les récupère toujours, que ce soit en fermateur ou local, on les donne forcément, on sait que la brasserie MRC, on donne un agriculteur local au l'USSF, mais là c'est pareil, en fait, l'agriculteur est dans le tracteur et récupérer la brasserie. Et voilà, je sais que Marion aussi avait préparé différentes diapos sur la main, alors moi je ne connais pas du tout la brasserie locale. Je ne connais pas forcément non plus bien le sujet, mais je pensais que c'était quand même intéressant de faire le lien avec la région, et notamment une publication qui a été réalisée sous la direction d'érudits locaux et qui est consacrée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des publications
du Maroc, mais elle est déjà assez ancienne, donc c'était vraiment tout démarrage du mouvement. Ils ont pensé à la recherche des racines disparues entre le phénomène qui s'était passé entre le 19e et le 20e siècle. Et puis un petit clin d'œil aussi, elle a fait de la bière qui a eu il n'y a pas longtemps. La bière, en fait, on a souhaité quand même montrer tous les aspects, pas que les découvertes archéologiques, parce que la bière, c'est vraiment une histoire longue. C'est-à-dire que nous qui travaillons sur la bière en archéologie, avec un examen extrêmement précis, jusqu'à des scientifiques qui examinent la main, on a besoin aussi, et c'était le colloque justement qu'on a eu, vraiment d'échanger parce que c'est une boisson qui a vraiment traversé le temps avec des caractères aussi fortement traditionnels et ancrés dans le terroir. C'est ce qu'avait dit Fabienne Nobel-Wagner. Comme très longtemps, ça a été une boisson qui ne se conservait pas, en fait, avant le blond, on n'arrivait pas à la faire voyager. En fait, c'est pour ça aussi qu'elle a été si fortement ancrée dans chaque région, dans chaque tradition. Et donc, on peut comme ça retrouver des filiations très très longues pour cette boisson. Là, il y avait justement, pour terminer, voilà, ces différents événements festifs. Alors justement, c'est vraiment la période-là maintenant, c'est la période du colloque. Il y a eu aussi effectivement une fête de la bière. C'est assez original à Oxford. C'était une semaine avant le colloque de 16 ans. Je crois qu'il y a eu une grosse fête à Oxford de brasserie amateur et de brasserie professionnelle. Mais en même temps, un peu comme ici, on a aussi parlé d'archéologie, donc il y a d'autres spécialistes qui sont réunis là-bas pour une journée consacrée à la bière. Et souvent, nous, par exemple, pour le colloque de la semaine dernière, on a fait réaliser une bière à l'ancienne, on a dit avec des produits qu'on trouve du seigle, de l'épeautre, du sureau qu'on peut trouver notamment chez nous, du lait terrestre. Et donc, le brasseur artisanal qui nous a soutenu nous a fait un brassin à partir de ces produits-là. C'est pour montrer aussi qu'on replantait du bon, ça s'était perdu en fait en France, en Alsace un peu moins, parce qu'on était proche de l'Est, mais maintenant les brasseurs se réapproprient à la fois la malterie aussi. Alors souvent, il y en a qui s'approvisionnent, préfèrent s'approvisionner dans des malteries locales. On essaie de s'y remettre, de réapprendre les techniques, plutôt que d'acheter tout fait dans une grosse malterie. Donc, c'est un truc aussi de pouvoir gérer sur place. Voilà. Il y a aussi des expérimentations locales ici, dans le cadre des journées d'archéologie. Il faut dire qu'ici, en fait, cette thématique, ça rentre le lien entre archéologie et boissons fermentées, c'est vraiment le musée qui l'incarne. Donc là, oui, pour vous montrer que même à une fête, en fait, on peut en profiter pour apprendre à la bière assez rapidement. C'est au même moment, au même lieu. Et puis voilà, pour terminer, maintenant il y a aussi le tourisme qui revient. Je ne sais pas comment ça se passe ici en Champagne. Est-ce que vous avez des visites de brasseries locales? Alors je sais qu'en Alsace, maintenant il y a quelqu'un qui propose aux touristes de faire une sorte de route de la bière voilà, un peu privée, mais pourquoi pas une fois plus formelle, parce que pour l'instant on a un plus vin en Alsace, par exemple du route de la bière, et puis on montre aussi que les abbayes s'y remettent. Parce qu'il y a beaucoup d'abbayes qui avaient perdu, enfin, pas forcément perdu le savoir-faire, mais en fait, ils avaient abandonné la production de bière. Donc, en Angleterre, justement, c'est une des premières qui s'est remis, une qui avait perdu la tradition de la femme, qui s'est remis à la faire. Et donc, c'est assez intéressant de voir que les phénomènes historiques produisent aussi d'autres changements sur des gens qui savaient très bien le faire. Et là, j'ai montré aussi qu'il y a de nombreux qu'on peut trouver, qu'on peut planter soi-même, mais là, par exemple, j'ai trouvé un site où on propose de géolocaliser le nouveau sauvage. Donc là, ça permet aussi aux brasseurs amateurs, aux brasseurs artisanaux de se fournir comme ça en bon sauvage. Donc voilà, garder un lien avec le territoire, pas forcément de piller tous les niveaux qui existent des cours d'eau, généralement, je sais que ça développe un peu mieux, et donc c'est assez intéressant de procéder. Et puis voilà, une petite image de café. Je sais que ça existe de moins en moins, ce genre de café, mais peut-être un jour ça va. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, mais on a encore des questions. Oui. Il y a des questions dans la salle? Dire un petit quelque chose.
Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un petit ajout par rapport justement à la bière qui revient en force actuellement. C'était pour rappeler que dans les années 1900, on a vraiment poussé dans la création de nouvelles brasseries pour combattre l'alcoolisme. Parce que bon, dans les années 1900, un ouvrier buvait en moyenne 3 litres de vin par jour. Donc c'est vrai qu'on a poussé la bière, on a poussé une boisson hygiénique, et même les enfants étaient amenés à en boire, ça pouvait être aussi une récompense. On mangeait, on donnait une gaufre à un enfant pour récompenser, et avec un petit verre de bière. C'est vrai que là, on a vu quand même la naissance de pas mal de nouvelles bières. Moi, je connais surtout bien sur Reims, il y a eu pas mal de pratiques qui ont été faites. Et justement, par exemple, à l'exposition industrielle de 1903 à Reims, donc là, on avait les brasseurs locaux, il y avait le syndicat des brasseurs qui était assez puissant, pas Champagne non plus, mais bon, voilà, il était quand même assez présent et assez puissant. Et on a eu un exposant russe qui était là, la bière Kutko, qui existe encore actuellement, sans doute de Russie maintenant. Et en fait, ce brasseur russe a été médaillé à l'exposition, mais ça a été un peu passé sous silence, parce que nous, on voulait surtout parler de bières locales. C'est vrai que ça se développait vraiment beaucoup. Dans les boissons, c'est un sujet infini, les boissons fermentées, parce qu'il y a actuellement, justement, en Europe de l'Est, il y a aussi des boissons qui ressemblent à la bière, mais qui ne sont pas tout à fait de la bière. Les passes, pas des boissons. C'est un sujet super vaste, et effectivement, il y a des hygiénistes, oui, c'est vrai. Alors, je sais qu'à l'époque, les personnes qui travaillaient dans les brasseries, ils avaient aussi droit à leur quota, Il y a d'autres questions? Vous avez parlé des traces archéologiques sur la bière et un peu de vin aussi. Est-ce qu'il y a eu, de ce point de vue archéologique, d'autres boissons fermentées qui ont été étudiées? Je pense par exemple à l'hydromel ou le cidre. Alors, l'hydromel, c'est évoqué régulièrement parce qu'on sait qu'il y a notamment la cire d'abeille qui ressort assez souvent dans les analyses des bases. La grosse difficulté, c'est qu'en fait, la cire pouvait et a probablement été utilisée pour imperméabiliser les parois des bases. Et donc, on est toujours dans la difficulté pour dire est-ce que, mais en même temps, cette présence de cire dit qu'il y avait la ressource nécessaire, enfin, cette présence de cire. Donc, il est très vraisemblable qu'il y ait une production d'hydromel. Mais je ne sais pas. Il me semble à travers les phonèmes. Alors, par exemple, comme le récipient il est en bronze, ben, justement là, c'est très beau même parce qu'il y a des phonèmes qui jouent sur. Mais je crois que ça, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de vérisme. Et parce qu'il y avait le problème aussi qu'il pouvait y avoir l'ajout de miel et sous forme de rayon, donc avec toute la matière dans les vins, en particulier les vins mielés. Donc je ne suis pas sûre qu'Ordor, j'en ai parlé récemment. En fait, c'est tellement, ça bouge sans arrêt les analyses, donc on n'est jamais très sûr. Il faut revenir aux anciennes découvertes, revenir à un petit lot qu'on n'a pas détruit, analysé. Donc du coup, les nouvelles techniques permettent aussi de revenir dans les réserves. C'est vrai que des choses qui étaient publiées, qui ont été actuellement acceptées par la communauté scientifique, il suffit qu'on remette un nouveau regard, ça peut changer le développement. Et ça serait assez cohérent. Donc là, tu as montré des vins, des possibles vins. Alors peut-être la pomme aussi, peut-être la pomme était sucrée, peut-être la menthe aussi. Oui, la pomme avait peut-être un rôle aussi. Mais voilà, c'est pas impossible. C'est une évolution, ça peut dire qu'avant on n'a pas évoqué, mais il y a aussi des questionnements autour des possibilités de lait fermenté, notamment la période que j'ai montrée, la 5e, 4e siècle, c'est cette grosse période d'élevage dans la région. D'ailleurs, l'orge est aussi, on fait servir aussi pour nourrir les animaux. Donc, tout se recoupe. Et il y a aussi un travail à faire sur la possibilité qu'ils aient fabriqué d'autres types de. Une question de terminologie. Parce que dans notre imaginaire collectif, et on a tous lu Astérix, petit, mais dans le aujourd'hui, quand on parle de ces boissons, à l'époque gauloise et antique, on a plutôt
je vais essayer de chercher un petit peu de 3 ans, essayer de comprendre, de donner ce cas. Parce que finalement, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins le même produit. Du coup, ça serait Vous une avez bière des sans relations goût. de ces termes-là. Une bière sans goût, mais Oui, actuellement. Mais je crois, alors j'ai recherché un petit peu, parce que c'est vrai, en fait, ces questions d'origine des mots, des termes, c'est très très complexe, et là aussi, il y a plusieurs versions. Je crois que c'est, disons, le terme de cerveau, c'est un peu, je dirais, je pense, à partir de l'époque antique, oui. à partir des sources antiques qui ont commencé à systématiser le terme de cervoise, notamment pour la bière en Gaule. Mais la source la plus ancienne, c'est Diodore Sicile, donc c'est au 1er siècle avant. Je crois qu'il emploie le terme de zytos, c'est un terme grec. La zytologie. Voilà, la zytologie. Voilà. Et on pense qu'il y avait un terme plus. Voilà, la corma, qui est un terme aussi qui revient, mais. Voilà. Et la cervoise, c'est juste le terme qui a fini par se généraliser. Des remarques, compléments d'information, des questions? Merci à vous. Merci à vous. Comme vous l'avez annoncé, je vais dire quelques mots sur les journées d'archéologie. Merci de nous avoir fait voyager dans le temps et différentes régions du monde. C'est vrai que c'était très appréciable que vous ayez ouvert le sujet, proposer cette analyse comparative de la Chine, et puis nous avons pu découvrir que vous êtes venu, au-delà d'être archéologue, c'est un blog, vous êtes venu praxicologue justement, une très très bonne connaissance des choses. Oui, tout à fait. Oui, on a reçu il y a quelques semaines Fabio Pucella, voilà, qui vient de préparer un ouvrage L'Antiquité de la Pierre, et qui est à la fois œnologue et zytologue, et nous avons parlé de tous ces sujets. En tout cas, un grand merci à vous. Et quelques mots sur le programme de ce week-end des Journées européennes de l'archéologie. D'abord, vous dire, je suis un d'information que le musée est accessible en entrée libre tous ces 3 jours, dès demain jusqu'à dimanche soir. Donc, revenez, venez avec vos proches, avec vos familles, d'autant plus qu'on va avoir un programme très riche. Vous n'avez pas tous les horaires par cœur, j'ai une note. Donc, tout d'abord, vous dire qu'au-delà du partenariat avec l'INRAP, on a cette année, sur les journées de l'archéologie, un partenariat avec le lycée d'Aguise, voilà, puisqu'on souhaitait en effet faire le lien à travers les époques, faire le lien avec la vitalité du monde brassicole aujourd'hui en Champagne. Là, vous l'avez très bien rappelé, la brasserie, la bière artisanale, il y a un monde qui est très dynamique aujourd'hui. Et comme en Alsace, pour le lycée viticole en Champagne, celui d'Aguise, il y a une filière brassicole. On élabore de la bière et on la commercialise. Donc on souhaitait faire le lien avec notre secteur archéologie, avec nos collections, avec ces boissons fermentées de l'époque gauloise. Et donc aujourd'hui, c'est jeune, il y a plein d'affaires de la bière. On va faire que du vin et du champagne au lycée d'Aguise. Donc on propose samedi matin et dimanche matin une présentation de cette filière, de la bière du lycée d'Aguise, pour déguster et même acheter cette bière du lycée d'Aguise. Marion revient ce samedi. Voilà. Pour les visibilités, donc j'imagine à partir de nos collections, pour parler des traces, hein, c'est ça? Alors, à la fois à partir des collections, et j'amènerai aussi des fragments céramiques, justement, un peu des exemples proches de ceux qu'on a pu voir, d'ailleurs, puisque la chèvre et les sites plus anciens, où il y a des traces, voilà, et puis un peu pour observer ensemble. Et j'évoquerai aussi un peu ce qu'on trouve comme graines ici. Notre collègue archéologue m'a confié ses graines. Retrouver sur Et donc, ce sera samedi après-midi. 14h15, 15h30 et 16h45. On propose également, là, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et si vous avez des jeunes autour de vous, on propose une enquête qui s'appelle Mystère cervoise, les tonneaux de cervoise ont disparu. Voilà, et donc il va falloir prendre la fabriquer de la cervoise, ici, au musée. Et donc, c'est le principe des énigmes à résoudre. Hein, c'est ainsi que cette cervoise sera
ces univers, ces domaines en famille. Et puis en effet, comme le soulignait Marion, un atelier scientifique, labo-fermentation, qui aura lieu en continu samedi et dimanche après-midi de 14h à 18h. Et enfin, quelques visitages, bien sûr, on mettra l'honneur de nos collections autour des boissons qui étaient consommées à l'époque gauloise, le vin. C'était le même qu'aujourd'hui, mais ça, par exemple, c'est costaud, mais le vin, l'hydromel, et je finis avec ça. Alors, je finis encore un petit peu. L'hydromel, notez-le, on va en reparler à l'automne, dans le cadre de notre exposition. On va venir un très grand connaisseur de l'hydromel et du miel, un grand défenseur des abeilles, de tout le vivant et la biodiversité autour de cet animal. Donc, suivez notre programmation, on parlera d'hydromel, on va même, je pense, en illustrer dans quelques mois. Et je finis avec la prochaine date de notre conférence. Je vous donne en avant-première, ce sera le 7 septembre. On a complètement changé d'univers. On parlera de l'orangerie de Louvois. Donc, Louvois est une propriété de la maison Laurent-Perrier, et ce château a encore appartenu au célèbre Louvois, le municipal de la guerre, sous Louis XIV, M. Le Tellier. Et M. Le Tellier a fait appel au grand artiste architecte de Versailles, notamment à Jules Ardent-Ronsard, pour la construction d'une orangerie. Il semble que c'est une orangerie qui a inspiré celle de Versailles. Cette orangerie est classée monument historique, elle vient d'être restaurée, et on aura l'honneur, je pense que ce sera la première présentation de cette orangerie, de ces travaux de rénovation. C'est par Monique Abuma, qui est chargée du patrimoine à la maison Laurent-Perrier, et donc c'est le 7 septembre, un jeudi, comme d'habitude à 18h30. Voilà, et puis la suite, notre brochure culturelle qui arrive. Ce sera celui d'ici le mois d'août. Voilà, et bien sûr, revenez cet été, plein d'animations, plein d'ateliers ludiques et créatifs pour notamment les jeunes qui sont autour de vous. N'hésitez pas. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci.